deux événements qui ont marqué l'actualité de ces dernières heures. Nous allons revenir sur le carnage d'Oslo. L'auteur du double attentat qui a fait 76 morts dénonçait, je le cite, le multiculturalisme qui pourrit la Norvège. Est-ce que l'islamophobie, est-ce que l'extrémisme gagne aujourd'hui du terrain en Norvège, petit royaume prospère, pays du prix Nobel de la paix? Eh bien, nous en parlerons avec nos invités. Ce sera dans la deuxième partie du débat. Mais avant cela, vous allez tout de suite découvrir son visage. 45 jours après les faits, Nafissatou Diallo sort de son silence. Elle raconte ce qu'elle a vécu dans la suite 2806 de l'hôtel Sofitel de New York. La victime présumée Dominique Strauss-Kahn s'exprime dans Newsweek et sur la chaîne ABC. Pourquoi sort-elle aujourd'hui de son silence? Quelle est sa stratégie? Eh bien, on va en parler notamment avec Pierre Ourcade. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat au barreau de Paris et au barreau de New York et de Californie. Arthur de Thomas, bonsoir. Vous êtes également avocat au barreau de Paris et au barreau de New York. Et puis en direct du Mans avec nous, François Jost. Bonsoir. Vous êtes spécialiste des médias à l'université Paris 3. Alors je vous propose tout de suite d'écouter le témoignage de Nafissatou Diallo. Il s'agit d'extraits diffusés par la chaîne ABC. L'intégralité de cette interview sera diffusée demain, toujours sur cette même chaîne sur ABC. On écoute quelques extraits. J'étais gênée, j'ai tourné la tête, il est venu vers moi et m'a attrapé les seins et il a dit « Mais non, vous n'avez pas à être désolé. Je veux qu'il aille en prison, qu'il sache que l'on ne peut pas utiliser son pouvoir quand on fait une telle chose. » Pierre Ourcade, vous êtes avocat, vous l'avez trouvé comment, Nafissatou Diallo? Est-ce que vous l'avez trouvée convaincante? Je l'ai trouvée assez crédible depuis 2 mois, et notamment depuis 1 mois, on a dit beaucoup de mal d'elle. Les tabloïds new-yorkais se sont acharnés et ont dressé un portrait vraiment très sombre de cette victime. J'ai trouvé que, d'abord, elle s'exprime pas trop mal en anglais et qu'elle avait l'air, dans son récit, d'être assez cohérente. Et je pense que c'est un élément positif parce qu'après tout ce qu'on a entendu sur cet inconnu, on est en droit de se poser des questions. Arthur de Thomas, vous l'avez trouvée également convaincante? Écoutez, oui, moi je l'ai trouvée assez convaincante. Lorsque dans un procès, on fait venir un expert pour parler de la crédibilité d'un témoin, une question que posent systématiquement les avocats, c'est bon, est-ce que la crédibilité c'est la même chose que la vérité? Et les experts répondent et les avocats répètent aux jurés que personne n'est plus crédible qu'un bon menteur. François Jost, à vous aussi, je vous posais la question. Comment elle vous est apparue, Nafissatou Diallo? Là, on a vu un très court extrait, mais j'imagine que vous en avez vu d'autres. Vous avez peut-être lu également l'interview qu'elle a donnée à Newsweek. Elle vous est apparue comment? Moi, je crois que c'est extrêmement difficile de faire la différence entre quelqu'un qui est sincère et quelqu'un qui ment. On n'est pas des mentalistes comme dans les feuilletons américains. Et je remarque que dans l'interview de Newsweek, il y a quand même quelque chose d'un petit peu étonnant, c'est qu'on dit à un moment qu'elle semble se forcer à pleurer. Donc là, j'ai le témoignage d'une journaliste. Peut-être qu'il est aussi important, plus que les images qu'on voit, qui ne sont simplement que quelques morceaux choisis. Voilà, et je crois sur l'interview de ABC, elle sort aussi à un moment, elle pleure également, et elle sort un grand mouchoir blanc. Pierre Ourcade, la question qu'on se pose ce soir, pourquoi Nafissatou Diallo sort-elle aujourd'hui de son silence à 1 semaine de l'audience de Dominique Strauss-Kahn qui aura lieu donc le 1er août? On peut y voir une double stratégie. On sait qu'on a un procureur, Cyrus Vance, qui est en train de réfléchir à l'opportunité de continuer ou non le procès. Donc déjà, il y a cet élément-là. On a vu que Télès Thompson, son avocat également, par médias interposés, faisait pression sur le procureur. Donc déjà, cet élément-là est important. Et puis le deuxième élément, c'est que même si il y avait un non-lieu dans cette affaire, je pense qu'elle conserve l'idée et l'espoir de faire un procès civil à Dominique Strauss-Kahn. Et dans le cadre d'un procès civil, sa démarche est cohérente. Le seul problème pour elle d'apparaître dans les médias, et le procureur américain, je ne pense pas qu'elle ait eu l'autorisation de Cyrus Vance pour faire ça, c'est qu'en donnant des versions et en donnant des explications dans les médias, elle risque plus tard de se contredire. Et là, on en revient à son problème de crédibilité qu'évoquait mon confrère il y a quelques secondes. Arthur de Thomas, quelle est sa stratégie aujourd'hui,
Je pense que ces avocats cherchent vraiment à essayer de gagner l'opinion. Parce que ce qu'elle dit, on m'a traité de prostituée, je n'accepte pas ça et c'est pour ça que je sors de mon silence. Et en effet, le New York Post, c'était le 2 juillet, titrait en une, la femme de ménage de DSK est une prostituée. Elle dit qu'en fait ça l'a révoltée. Elle explique ça. Elle se défend déjà de ces charges-là. Ces avocats ont déposé une plainte en diffamation contre le New York Post sur cet article-là. Donc elle se défend déjà. C'est pas là-dessus qu'elle se défend. Ce qu'elle cherche surtout, c'est à enflammer l'opinion publique, essayer de faire en sorte que le procureur n'abandonne pas les poursuites parce qu'elle sait qu'il a des doutes très profonds sur sa crédibilité et elle cherche à se ménager effectivement la possibilité du procès civil que ces avocats ont annoncé. Ils ont annoncé aujourd'hui que le procès civil allait venir très rapidement. Pierre Ourcade, justement pour le procès, est-ce que vous pensez que c'est possible que Cyrus Vance abandonne les charges ? Très difficile à dire. Moi, je serais un peu moins quand même, je serais un petit peu plus dans l'esprit américain, peut-être un peu moins cynique, sans vouloir parler de cynisme de la part de mon confrère, mais je pense qu'il y a aussi un désir chez cette victime présumée, que si les faits sont avérés, de dire la vérité. Après tout, c'est vrai qu'il y a un procès civil tout à fait possible derrière, mais elle a été quand même traînée dans la boue et apparemment ça a laissé des traces. Donc il y a quand même cet élément de transparence, de vérité, qui est très américain. Et c'est vrai que ces avocats ont comme idée peut-être d'enflammer, en tout cas d'agiter l'opinion publique, mais je ne crois pas qu'on peut y voir là sa seule motivation. Je crois qu'il y a une exigence de liberté, de transparence, et que si elle était victime de ces faits-là, qu'elle ait envie de s'exprimer me paraît normal. François Jost, vous qui avez lu l'interview également dans Newsweek, vous en retenez quoi ? Alors moi, j'ai pas tout à fait la même interprétation que les avocats, évidemment. Moi, je pense qu'il y a là, je ne préjuge pas du tout de savoir si elle est victime ou non victime. Je vois là surtout un travail sur son image à 3 niveaux. Hein. D'abord, à son image vraiment visuelle, parce que les images qu'on avait d'elle jusqu'à présent, c'était celle d'une jeune femme de 19 ans qui était très aguichante. Et là, on a une femme simple qui est décrite par les journalistes de Newsweek comme quelqu'un qui n'est pas une femme d'une séduction extraordinaire. Donc elle n'a plus aucun atout de la prostituée, ce qui pouvait sembler dans la première photo de 19 ans être le cas. Deuxièmement, elle joue sur la gestuelle, sur l'émotion, hein, elle pleure, elle témoigne devant Dieu. Donc on a une femme qui se présente comme très simple, qui reprend son habit de femme de ménage et qui montre des quelques contradictions, qui justifie qu'elle a pu se contredire par le fait qu'elle est quelqu'un de très simple. Et d'autre part, elle met en avant quelque chose qui, à mon avis, sera développé par l'accusation, c'est le fait que c'est le pouvoir des riches, le pouvoir des puissants contre les pauvres. Elle le dit très clairement, hein, parce que c'était presque elle a appris que c'était celui qui allait gouverner la France, qui avait plein d'argent, qui se croit tout permis, alors qu'elle fait partie des pauvres. Est-ce qu'elle vous a ému ? Pardon ? Est-ce qu'elle vous a ému ? Écoutez, moi moyennement, parce qu'elle m'a fait penser malheureusement beaucoup à ces témoins de reality show qu'on voit maintenant. On est tellement habitué malheureusement à voir des larmes versées dans les écrans de télévision qu'elle a rejoint pour moi des témoignages que j'ai vus dans la même journée sur France 2, des images de reality show qui étaient à peu près les mêmes. Donc c'est très dangereux aussi parce qu'elle rejoint un petit peu les façons de communiquer de tous les témoins qu'on voit aujourd'hui dans les émissions, même de télé-réalité. Alors je vous propose d'écouter une fois encore Nafissatou Diallo qui joue justement sur la lutte des classes. On va en parler avec vous, Arthur de Thomas et Pierre Ourcade. C'est pas parce que Dominique Strauss-Kahn a de l'argent qu'il peut tout se permettre. En substance, c'est ce qu'elle a dit, on l'écoute. Je regardais les infos et il disait « Il va devenir le prochain président de la France ». Et je me suis dit « Oh mon Dieu !» Je me suis mise à pleurer et je me suis dit « Ils vont me tuer ». Car je sais que si cela se passait dans mon pays, je me dirais un homme aussi puissant, ils vont me tuer avant que quelqu'un ne sache.
Pierre Ourcade, c'est vrai qu'on a l'impression, je rejoins un peu François Jost, qu'on assistait quand même à une scène de télé-réalité. Enfin, c'est peut-être pas surjoué. En tout cas, on est encore dans les médias. Ce dont il faut se souvenir, et le procureur va, je pense, raisonner dans ces termes-là, c'est qu'elle est dans le cadre d'un interview, entourée, avec des questions qui ne sont pas tellement dérangeantes. Elle est dans un cadre, on va dire, amical et bienveillant. Le procureur ne va pas juger de sa crédibilité, en tout cas sur une interview comme ça à la télé. Si elle devait être interviewée... Mais c'est l'opinion publique, peut-être que ça aura un impact sur l'opinion publique et qui poussera justement peut-être le procureur à ne pas abandonner les charges. L'énorme avantage de son apparition dans les médias, c'est comme l'a dit votre confrère François Jost, elle a aujourd'hui un visage, elle a une trentaine d'années, c'est une femme qui apparaît, en tout cas, dédiabolisée. On en a fait quand même une prostituée dont on n'avait pas le visage, enfin une personnalité terrible. Et là, on la voit enfin, on l'a vu, on connaît Dominique Strauss-Kahn, on ne la connaissait pas, donc je pense que pour le procureur, c'est un atout. En revanche, sa crédibilité dans les médias, c'est pas ça qui, comme on le disait tout à l'heure, c'est pas ça qui va jouer. Sa crédibilité, on la testera si on la teste un jour devant un jury. Et c'est là qu'elle sera importante. Parce que là, on est dans un cadre journalistique. Mais devant un jury, elle a peut-être peu de chance aujourd'hui d'être crédible. Il faudrait que 12 personnes la croient crédible pour aller à l'unanimité au procès. Et il faut quand même rappeler, Arthur de Thomas, que cette femme qu'on a vue à l'image a menti. Elle a menti par le passé. Alors, pour s'en tenir exclusivement aux mensonges qui ont été listés par le procureur, sans même faire état des mensonges dont la presse s'est fait l'écho, les mensonges listés par le procureur sont extrêmement graves, puisqu'elle a menti. Elle a dit avoir été victime d'un viol collectif pour obtenir ses papiers. Elle est ensuite revenue sur cette affirmation. Elle a menti devant le grand jury et elle a menti pour des allocations, ce qui correspond un peu à des allocations, mais elle a menti aux services fiscaux, à l'IRS américain. Et on sait que c'est extrêmement grave. La fraude fiscale, on sait que c'est là-dessus qu'est tombé Al Capone. La fraude fiscale, c'est vraiment un crime extrêmement grave, c'est fédéral. Donc ces 3 mensonges font que ça la disqualifie sans doute, peut-être pas de façon définitive, suivant ce qu'il y a dans le dossier, mais sans doute en tant que témoin, dans le cadre d'un procès pénal où le test de preuve est si fort pour obtenir une condamnation. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'on peut peut-être se poser comme question en termes de communication aujourd'hui, c'est par ricochet l'impact que cette communication a sur l'image de Dominique Strauss-Kahn. Ça, je ne le maîtrise pas du tout, mais c'est clairement... Pas désastreux, j'imagine, quand même, parce que quand même les propos qu'elle tient sont plutôt trash. Oui. C'est pas... Oui, en tout cas, d'un point de vue judiciaire, je pense que cette intervention est sans grand effet. Elle cherche avant tout à enflammer l'opinion publique. Et en termes d'image, ça, il y a un impact très fort. Alors François Jost, justement, quel impact pour l'image de Dominique Strauss-Kahn ? Alors bon, je pense que de toute façon, c'est vrai que le témoin comme ça qui pleure dans l'écran, ça a quand même une force très très grande parce qu'il y a un côté très humain qu'on ne peut pas qu'on peut pas nier. Maintenant, pour Dominique Strauss-Kahn, c'est vrai que ce qu'on peut se poser comme question en voyant ce récit, c'est que d'après ce qu'on lit, notamment aussi dans Newsweek, c'est une femme assez grande. Strauss-Kahn est beaucoup plus petit, etc. On se demande, moi je me suis demandé comment son récit était possible, si vous voulez. Alors je suis pas assez au courant de toutes les choses que peut savoir le procureur, mais il y a quand même quelque chose d'aussi troublant parce que dans la mesure où elle mime le viol, on se dit est-ce que vraiment c'est possible que Strauss-Kahn soit cet homme-là bon voilà c'est On vous sent quand même très circonspect sur son témoignage, Pierre Ourcade. Je crois que là, c'est très difficile. Ce dont on a parlé, les mensonges avérés, eux, on sait qu'elle a menti, notamment, en effet, à l'IRS, à l'immigration et tout ça, mais ce sont des mensonges qui sont périphériques au dossier. Ouais, il y en a un quand même, quand elle a appelé quand même son ancien ou son compagnon qui était donc incarcéré, qu'elle lui a dit « cet homme a de l'argent ». Oui, alors il y a là aussi, il y a des traductions. Pour la crédibilité du témoignage. Elle aurait précisé à cette personne au téléphone qu'elle savait ce qu'elle faisait, qu'elle avait de l'argent. Alors il faudrait qu'on ait vraiment accès au dossier. Je ne crois pas vraiment que ça soit le problème de ces mensonges-là qui vont empêcher le procureur d'aller plus loin, c'est sa crédibilité en général. Maintenant, s'il peut expliquer au départ d'un procès éventuel, et c'est ce qu'il ferait dans ce cas-là, les 3 mensonges, bon, Madame Diallo, vous avez menti pour l'immigration, expliquez-nous pourquoi. Oui, eh bien, c'est parce que je voulais à tout prix venir aux États-Unis, expliquez-nous pourquoi vous avez menti à l'ARS, et elle va dire, ben oui, j'ai eu besoin d'allocation. À partir du moment où il peut reconstruire sa crédibilité,
Le vrai problème, si elle a menti dans les faits tels qu'ils se sont déroulés, avec ce problème qu'on a eu de cartes magnétiques, et ce sont ces faits-là quand même qui sont importants. Donc je ne pense pas qu'on s'achemine... Apparemment, elle n'aurait pas menti sur cette affaire de cartes magnétiques au final. Je ne pense pas qu'on s'achemine à tous les coups vers un procès. C'est même l'hypothèse la moins probable. On n'ira pas au pénal. Moi, je crois qu'il y a une possibilité qu'on aille au pénal et au procès. Et donc que les charges ne soient pas abandonnées par le procureur. Oui, enfin sur l'année, en tout cas c'est difficile de faire un pronostic, et les observateurs en général, y compris aux États-Unis, y compris mes correspondants à New York, me disent pas de trial, ça ne va pas aller au trial. Mais dans ce dossier, on a vu tellement de rebondissements, on nous annonçait tellement de choses que je suis un peu circonspect, et j'attends de voir, et je garde à l'esprit aussi que Cyrus Vance joue une partie de sa carrière politique dans ce dossier, et que si les faits sont avérés, il pourra prendre le risque, entre guillemets, de mettre ce témoin on the stand, de la présenter au juré, et beaucoup plus périlleux pour elle, de la présenter aux avocats de Dominique Strauss-Kahn, qui ne manqueraient pas de l'interroger. Arthur de Thomas, est-ce qu'il a raison, Dominique Strauss-Kahn, pour l'instant de rester dans le silence, ou au contraire, est-ce que suite à ce type de témoignage, est-ce qu'il devrait intervenir et donner lui aussi sa vérité à l'opinion publique? Surtout pas. D'abord parce qu'il a le droit de garder le silence. Le 5e amendement de la Constitution lui permet de refuser de témoigner contre lui-même, de risquer de s'auto-incriminer. Donc il a tout à fait aucun intérêt à parler aujourd'hui. Ensuite, parce que le procès pénal, il se passe en 2 temps. D'abord, il y a le temps de l'accusation. Et puis après le temps de l'accusation, il y a le temps de la défense. Et c'est seulement une fois que l'accusation a tiré toutes ses cartouches, a abattu toutes ses cartes, que la défense fait son travail. On n'en est pas là. Aujourd'hui, il est présumé innocent. Tant que l'accusation n'a pas réussi à prouver sa culpabilité, aujourd'hui, elle est très loin d'y être. Elle est très loin d'y être parvenue. Et il n'est pas du tout dans une situation où il a besoin de prendre la parole pour se défendre. Ça semble très étonnant pour des Français qui entendent ce genre de discours. Mais dans la justice américaine, cette accusation puis la défense, ce procès en 2 temps, fait qu'aujourd'hui, il n'a d'abord pas intérêt, et puis il n'a pas besoin de prendre la parole. Pierre Hourcade, il n'a pas intérêt ? Comme le disait Arthur, surtout pas. Il n'a pas du tout intérêt à prendre la parole maintenant. Et on pourrait même imaginer, s'il y avait un procès, qu'il ne la prenne pas du tout. Si les faits... On a vu le procès O.J. Simpson il y a quelques années, où l'accusé, avec des charges bien plus sérieuses contre lui, finalement ne s'est même pas exprimé lors de son procès. On donne des instructions très claires aux jurés, en l'occurrence new-yorkais. C'est le 5e amendement des États-Unis. Le silence ne peut pas être reproché à l'accusé. Dans le cas présent, on imagine que s'il est innocent, il voudra aller s'expliquer. Maintenant, s'il ne l'est pas, ça devient très périlleux pour lui d'aller parler devant ce jury. Très rapidement, Arthur de Thomas, un tout petit pronostic. Pierre Hourcade nous disait que voilà, c'est pas improbable qu'il y ait un procès pénal. Vous en pensez quoi ? Si le droit était une science, moi je crois pas au procès. Mais c'est c'est ma conviction personnelle, mais je ne crois pas au procès. Je pense que ce témoin est trop attaqué et présente trop de faiblesses pour aller au procès. Seul celui qui sait exactement les éléments matériels qui sont dans le dossier peut le prédire aujourd'hui. Mais un procès civil, ça en revanche, c'est pas impossible. C'est même fort probable. Fort probable. Merci beaucoup Arthur de Thomas, merci beaucoup Pierre Hourcade, et merci également à François Jost qui était avec nous en direct du Mans. On fait une pause. On se retrouve pour la deuxième partie du débat consacré au carnage qui s'est déroulé en Norvège. Au moins 76 personnes ont été tuées par un homme de 32 ans, un fondamentaliste chrétien qui rejetait l'islam et le multiculturalisme et dénonçait l'immigration. L'extrémisme s'est-il emparé du petit royaume de Norvège ? Eh bien, nous poserons la question à nos invités. À tout de suite.